J'espère que la position des processus sur le schéma du cycle de l'eau ne vous a pas posé trop de soucis et je vous propose d'aborder la deuxième séquence qui est dédiée au contexte sur les données hydroclimatiques passé-présent. Le premier élément à avoir en tête lorsqu'on aborde le cycle de l'eau, c'est la très forte variabilité spatiale des variables climatiques, la pluie et l'évapotranspiration. Vous avez à gauche la répartition en millimètres par jour calculée entre 1900 et 2010 des précipitations avec, on le voit, si je prends le pointeur, une zone de très forte précipitation au niveau de l'équateur, des zones de plus faible précipitation dans les zones subtropicales où on va pouvoir trouver des déserts, par exemple la zone saharienne ici, et puis les déserts australiens. Si on regarde à droite, vous avez la carte de l'évaporation réelle, exprimée là aussi en millimètres d'eau. Et là, on s'aperçoit que les zones désertiques ont très peu d'évaporation, puisqu'il n'y a pas d'eau dans les sols. Et l'évaporation maximale se trouve au niveau des continents, plutôt au niveau de l'équateur. Un autre aspect important à avoir en tête, c'est l'impact croissant du forçage anthropique sur l'augmentation des températures, qui est une des variables qui va impacter le cycle de l'eau, et ceci à l'échelle des continents et des océans. J'ai remis une figure du rapport de 2014 de l'IPCC, ou du GIEC en français, qui montre plusieurs choses. Sur les continents, avec les petits graphiques en jaune, l'évolution observée de la température, donc entre début du siècle passé jusqu'en 2010, donc les observations sont en noir, et puis le résultat de deux types de modélisation climatique. Un modèle, voyez en bleu, qui ne prend en compte que les forçages naturels, donc la cyclicité de l'activité du Soleil, éventuellement les volcans, et une modélisation qui intègre les gaz à effet de serre produits par l'activité humaine. Et on s'aperçoit sur tous les continents, donc c'est les petits cadrans jaunes, que à la fin du XXe siècle, seuls les modèles climatiques qui intègrent les gaz à effet de serre d'origine anthropique suivent la tendance observée compte tenu de l'incertitude, et que les modèles qui n'intègrent que les forçages naturels décrochent progressivement et sont incapables de simuler les observations, et ceci encore une fois sur tous les continents. On observe de la même façon sur les océans, donc c'est les petits cadrans bleus, exprimés en termes de contenu de chaleur dans les océans, eh bien la même chose, c'est-à-dire une augmentation progressive de ce contenu de chaleur dans les océans, et un décrochage des modèles climatiques qui ne prennent en compte que les forçages naturels, traduisant sur la base des observations et des modèles l'impact croissant du forçage anthropique sur les températures. Si on s'approche des variables de sortie hydrologique du cycle de l'eau, et notamment si on s'intéresse au débit en rivière, on observe une cyclicité multidécennale à l'image de ce qu'on peut observer ici. Donc c'est tiré du travail de Boé et Abetz en 2014, et cette figure est tirée de la thèse de Rémi Bonnet en 2018, et ces débits ont été obtenus à l'exutoire du Gave d'Ossau dans les Pyrénées en France. Alors que représente cette figure ? Vous avez en histogramme l'évolution du débit moyen qui a été standardisé sur toute la période à l'aval de ce bassin. Donc on voit une très forte cyclicité, une variabilité. Et puis, avec une moyenne mobile, on s'est amusé à déterminer l'évolution du débit moyen de cette rivière au cours des décennies du siècle passé, en déterminant ensuite la même cyclicité mais au niveau des saisons. Donc en bleu, ce sont les mois d'hiver, puis en vert les mois de printemps, en rouge les mois d'été, et puis en marron les mois d'automne. Alors on observe sur le siècle passé une cyclicité multidécennale après correction des effets anthropiques, et cette cyclicité est à rapprocher de la même cyclicité qu'on peut observer sur les pluies. Donc on a
un signal cyclique qu'il va falloir intégrer lorsqu'on étudie l'effet du changement climatique. On reviendra sur ces éléments sur un cas plus précis à l'échelle d'un territoire, d'un bassin versant. Donc pour aller plus loin, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur les variations du cycle hydrologique en contexte de dérèglement climatique, de lire les rapports du GIEC sur les modifications passées, présentes du climat et du cycle de l'eau, et puis de consulter la thèse de Rémi Bonnet en 2018, très récente, qui permet en fait d'avoir un bilan et des éléments méthodologiques sur l'analyse de la variation du cycle hydrologique continental en France des années 1850 jusqu'à aujourd'hui. On va maintenant aborder le fonctionnement hydrologique d'un bassin versant et ça sera donc la troisième séquence de cette capsule pédagogique.